Alors que la mort de Mélanie, surveillante tuée par un adolescent de 14 ans, continue d'animer le débat public, le parquet a requis la mise en examen du collégien pour meurtre aggravé et se pose toujours la question de ce qui aurait pu être fait pour éviter ce drame. Suivi psychologique défaillant, justice des mineurs réformée. On en parle avec nos invités sur ce plateau ce soir. Bonsoir professeur Amine Benyamina. Bonsoir. Merci d'être avec nous, psychiatre, addictologue et président de la Fédération française d'addictologie, puisque au cœur de ce drame se pose la question de la santé mentale, et notamment de la santé mentale des mineurs. Ludovic Friat est avec nous. Bonsoir, premier vice-président adjoint au tribunal judiciaire de Paris, président de l'USM, l'Union syndicale des magistrats. Bonsoir. Puisqu'il est aussi question de la question du rapport à l'autorité et à la justice plus largement, Véronique Fèvre est avec nous, chef du service éducation BFM TV, Guillaume Tabar, éditorialiste politique au Figaro, et bonsoir Nicolas Bray, merci d'être avec nous, proviseur du lycée Fénelon à Paris, membre du syndicat national des chefs d'établissement. Juste avant de vous entendre, madame, messieurs, retour en image sur ces 3 jours où la France a été saisie d'effroi. Nogent, violence des jeunes, l'État est-il impuissant? On regarde et on en débat. Les établissements scolaires se sont figés à midi à la mémoire de Mélanie, cette assistante d'éducation tuée mardi dans un collège de Nogent. J'étais triste. C'était dur, mais on se sent tous mieux après. L'enquête se poursuit 2 jours après le meurtre. Le parquet de Dijon a requis la mise en examen du collégien pour meurtre aggravé. Le chef de l'État parle d'une désinhibition de la violence. C'est un revirement qui va de pair avec une série de mesures, interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs, interdiction de la vente de couteaux. Je propose la révolution qui consiste à taper très fort dès les premiers faits. On ne peut pas considérer comme anodin le fait de porter une arme blanche dans l'espace public. Il faut donner des consignes au procureur pour qu'à chaque fois que quelqu'un est pris avec une arme blanche, eh bien, il aille devant le tribunal correctionnel. L'avocat dénonce aussi un petit peu une forme de surenchère politique. Ce qui est au cœur de ce dossier, bien sûr, c'est la santé mentale de ce jeune homme. Il y a urgence à toute la prise en charge de la santé mentale de la population et particulièrement des plus jeunes. Voilà, des images compilées par Sandra Boulanger et Bertrand Séguier. Et je vous rappelle cette information, le parquet qui a requis la mise en examen pour meurtre aggravé du collégien qui est toujours en ce moment même au tribunal judiciaire de Dijon. Guillaume Tabar, je voudrais commencer avec vous sur ce qu'on entendait tout à l'heure dans ces images. D'abord, bien sûr, la question de la santé mentale et, au fond, cette interrogation sur le fait de savoir si la classe politique est à la hauteur de ce qui s'est passé. On a entendu un certain nombre de propositions, on va rentrer dans le détail, sur les armes blanches, sur la question des portiques de sécurité, sur une question plus générale d'un sursaut d'autorité. Est-ce que la classe politique a vu juste ? Écoutez, je crois qu'en tout cas, il y a une avancée, si on peut dire, par rapport à d'autres phénomènes, d'autres épisodes plus anciens ou même encore un peu récents. C'est que pendant toute une certaine période, il y avait un certain nombre de gens qui disaient, attention, tout ça, ce sont des faits divers. Prenons l'ensemble des statistiques. Il n'y a pas du tout d'augmentation de la violence chez les jeunes. Donc, ce sont des gens qui veulent faire de l'instrumentalisation politique, qui mettent en avant des faits divers pour nourrir un agenda politique. Aujourd'hui, et j'allais dire heureusement, personne ne considère que ce qui s'est passé à Nogent soit un simple fait divers. Tout le monde valide le fait qu'il y a un véritable phénomène de société qu'il faut aborder et regarder en face. Ça, je pense que c'est un progrès. Maintenant, il y a un nouveau clivage qui est en train de s'installer. C'est que là aussi, dans l'approche de ce qui s'est passé, certains mettent l'accent sur la réponse sécuritaire, le besoin d'autorité, le besoin de renforcer soit les protections, l'idée des portiques dans les écoles, ou l'idée d'interdire l'accès aux réseaux sociaux ou la vente des armes blanches pour les mineurs, etc. Et d'autres qui disent, attention, le problème n'est pas là, c'est un problème de santé mentale. Comme si l'un était exclusif de l'autre. Comme si soit il fallait avoir une réponse sécuritaire, soit il fallait une réponse sanitaire. On voit bien la complexité du phénomène, c'est que tout est lié et que ça n'est pas parce qu'il faut prendre au sérieux cette question de la santé mentale qui est une question politique nouvelle. C'est récent que dans le débat politique, on parle de cette thématique. Et c'est une bonne chose, vous allez sans doute nous en parler dans un instant, c'est une bonne chose que les politiques s'emparent d'un sujet comme celui-là. Bon, mais mettre cela en avant ne doit pas dire que du coup, toute approche d'autorité, de répression, de sanction devient caduque. Je pense qu'il faut arriver à conjuguer les deux. Et on voit qu'on est dans ce moment où l'articulation est encore un peu difficile à faire. Et on va bien sûr détailler ces enjeux. Mais d'abord, professeur Amine Benyamina, sur cette
irruption de la thématique de la santé mentale à travers ce qui est arrivé, qui est devenu effectivement un fait de société. Je voudrais vous soumettre ce qu'a dit notamment l'avocat de ce collégien qui, au fond, semblait reprocher au procureur cette phrase où il disait qu'il n'y avait pas de trouble mental avéré. L'avocat dit, il a été pris note qu'il y aurait des expertises psychologiques et psychiatriques en cours de procédure. On a tous été frappés hier d'entendre cette description par le procureur de l'absence de remords, l'absence de regret de ce jeune et de ce collégien. Pour vous, le sujet de la santé mentale, il est évident dans ce genre de drame? Ce que vous venez de dire, et c'est exactement une description clinique. Lorsque vous avez un garçon de 14 ans qui commet un acte monstrueux, qui jette un effroi auprès de nous, auprès des adultes, auprès de la société, et qui par ailleurs, interrogé par la police ou la justice, n'exprime aucun remords, il est froid, il est détaché, et j'ai cru comprendre, comme vous tous dans la presse, d'une certaine manière, il ne ressent rien. C'est très exactement une description clinique de quelqu'un qui n'a pas tout à fait sa raison. Je ne l'ai pas expertisé, mais le procureur, en exprimant à travers son expertise de procureur le fait qu'il n'ait pas en face de lui quelqu'un qui ne semble pas finalement parler en l'air ou soliloquer, est en train de nous offrir, moi en tant que psychiatre, des éléments d'une compréhension clinique. C'est ça qui très clairement montre un clivage entre la réalité judiciaire et la réalité psychique. Voilà, on m'a posé la question ce matin dans une radio. J'ai dit, lorsque je donne cours à mes étudiants, il y a plusieurs manières de parler de psychose ou bien de pathologie psychiatrique grave et qui arrivent souvent. Les grandes maladies psychiatriques arrivent souvent à l'adolescence ou à la jeunesse. On dit que le problème, c'est 14-33 ans. Au-delà, on ne dit pas qu'on est plus sorti de l'auberge, mais les grandes maladies graves, chroniques... De 14 à 33 ans. Voilà, en gros, on en dit comme c'est les statistiques qui disent ça. Et on parle du principe qu'il y a plusieurs manières d'avoir ce type de pathologie. Les très gentils, très effacés, et qui à un moment donné ne font pas parler d'eux, il faut les surveiller. Et ceux qui, d'une certaine manière, d'un seul coup, par un acte terrible, ce qu'on appelle l'acte inaugural, doivent aussi faire l'objet d'une surveillance. Je dis pas, je le connais pas, mais je pense il faut pas aller vite. Et les expertises fines et les expertises sociales et d'environnement vont être nécessaires pour comprendre cet acte qui, pour l'instant, est incompréhensible à mes yeux. Nicolas Bray, votre expérience de proviseur de lycée à Paris, est-ce qu'au fond, ce que vient de dire le professeur, et je ne vais pas rentrer en cela dans la grille de lecture que Guillaume Tabar imposait en disant qu'il fallait choisir l'un ou l'autre, mais est-ce que ce n'est pas beaucoup plus le sujet que de savoir s'il faut mettre des portiques de sécurité dont certains expliquent que c'est très difficile à mettre en œuvre, ou de s'interroger sur la réglementation de la vente des couteaux, alors même que cet individu a appris un couteau dans la cuisine de ses parents? Il y a plusieurs points. D'abord, le portique, on peut l'écarter tout de suite. Enfin, moi, c'est 3 Airbus en un quart d'heure pour remplir l'établissement. Donc, vous imaginez bien le contrôle. Ça veut dire qu'il faut des personnes. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, en termes sécuritaires, c'est balayé, fausse bonne idée. Même pire, ce serait même pire que le... ça va créer un attroupement devant. Et puis, comment faire et comment le mettre en œuvre, très clairement, c'est complexe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nos jeunes gens comme professionnels de l'éducation, on n'est absolument pas professionnels de la psychiatrie, ni psychologue, c'est pas du tout notre vocation, mais on a parfois des inquiétudes pour des jeunes gens. Et notre difficulté, c'est que nous n'avons pas d'infirmière, nous n'avons pas de médecin scolaire, et que pour orienter sur un CMP, il faut parfois 1 an ou 2 ans, selon les quartiers dans lesquels nous sommes. Et donc, voilà, c'est une forme de réponse. J'ai besoin d'humains, j'ai besoin de médecins, j'ai besoin de gens qui pourront répondre à mes attentes. Je vous donne cette information qui vient de nous parvenir. Le parquet avait requis la mise en examen pour meurtre du collégien. Eh bien, à l'instant, priorité au direct, on va écouter l'avocat du collégien. Oui. Il y aura juste en fait 2 informations que je vais donner ce soir. La première, c'est que je vous confirme la mise en examen. Et la deuxième, c'est le placement en détention provisoire de mon client. Voilà. Où est-il va être placé en détention provisoire? Il n'y aura absolument aucun autre commentaire pour les raisons que vous connaissez très bien. Donc voilà. J'ai pas d'autres commentaires à faire si vous voulez bien. Ok. Merci. Voilà l'avocat de l'adolescent, une prise de parole succincte, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui confirme donc ces 2 informations. La première qui vient de tomber du parquet, la mise en examen pour meurtre du collégien et son placement en détention provisoire. Véronique Febvre, de ce point de vue-là, pas vraiment de surprise. Le qualificatif, c'est meurtre. Et la mise en détention provisoire, en sachant que les règles de droit font que il sera dans un établissement spécifique pour mineurs ou dans un quartier particulier, dans une maison d'arrêt. Oui. Ludovic Fria,
là encore, je pose la question aux magistrats sur ce plateau. Votre regard, non seulement sur ce qui s'est passé, et sur le débat plus large, puisque certains ont tenté d'emmener cela sur une question d'autorité, de débat plus global sur la question de la justice des mineurs. Est-ce que pour vous, c'est le sujet? Est-ce que pour vous, ce qui s'est passé à Nogent mardi matin est aussi le stigmate d'une société qui a un problème avec l'autorité? Il y a beaucoup de questions, Benjamin, dans ce que vous me dites. Moi, en tant que magistrat, je ne vais pas commenter l'état de la société actuelle, telle qu'elle est, telle qu'on la vit. La réalité, c'est que la justice, notre justice est pauvre, a peu de moyens. La psychiatrie, c'est notre frère en pauvreté. Hein. Les lits en psychiatrie, vous n'en trouvez pas. Quand mes collègues juges des enfants cherchent une place en pédopsychiatrie, ils n'en trouvent pas. Enfin, je veux dire, les gamins attendent pendant des mois et des mois avant de pouvoir être réellement pris en charge. Donc la réalité est là. Sur ce fait divers, parce que oui, c'est un fait divers. C'est le fait divers le plus tragique, le plus terrible, le plus affreux. C'est l'horreur absolue. On est tous aveuglés par cette horreur absolue. Mais il ne faut pas faire de ce fait divers, on va dire, l'alpha et l'oméga de toutes les violences des mineurs. Et on voit bien que là, on est plus dans une difficulté de détection, de prise en charge de ces profils-là, plutôt que dans une problématique judiciaire. Ce jeune garçon, 14 ans je rappelle, ce jeune garçon, il n'est pas connu des services de justice, et d'un jour à l'autre, il commet un acte d'une violence mais inouï et un acte gratuit. Ce qui nous interpelle tous, c'est qu'il n'y a pas de raison à cet acte. Oui, mais pardonnez-moi, Ludovic Friat, et c'est pas du tout pour mettre en cause ni la justice ni les magistrats, mais vous voyez bien que dans ce débat aussi global, il y a la question de savoir si, quand des armes blanches sont retrouvées dans le sac de collégiens lycéens, est-ce que la justice est systématiquement saisie, ce qui ne semble pas être le cas. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une justice plus sévère avec ceux que l'on retrouve avec des armes blanches? Vous semblez dire, faire attention, quand on dit fait divers, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut tirer aucune leçon de ce qui s'est passé? Qui dit ça? Qui dit ça? Parce que vous semblez, vous avez utilisé l'expression. Vous semblez revendiquer. Mais l'expression, c'est pas une expression, c'est le fait d'un individu, d'un très jeune individu. On verra s'il a une pathologie psychiatrique ou pas. De toute façon, c'est obligatoire, l'expertise psychiatrique et psychologique en matière criminelle. Donc, elle va avoir lieu. Il y en aura sans doute même 2 dans un dossier pareil. Donc, là-dessus, arrêtons ce débat. C'est un faux débat. Ce que je veux dire, c'est que la violence des mineurs ou des très jeunes adultes, c'est une violence qu'on connaît et qu'on connaît depuis des siècles. Je relisais récemment un article du Petit Journal de 1907, pas 2007, 1907. Jamais les criminels n'ont été aussi précoces qu'aujourd'hui. Et à cette heure-là, maintenant, l'article disait on ne pallie pas le manque d'éducation et en plus on supprime toute sanction qui s'applique à adoucir les sanctions pénales. On voit bien que ce débat, c'est un débat qui est dans nos sociétés. Donc il n'y a pas de sujet de progression de violence. Bien sûr qu'il y a un sujet, c'est comment traiter ces violences-là. Mais je vais vous dire, ça fait 33 ans ou 34 ans, je ne sais plus, que je suis magistrat et que j'ai été longtemps juge d'instruction. Des dossiers comme celui-ci, malheureusement, je le dis, malheureusement, j'en ai instruit. Ce dossier-là. Mais là, on a des phénomènes qui touchent l'école. Ça, c'est plutôt récent. Moi, ça fait 12 ans que je fais l'éducation. Et j'ai une succession là de situations de jeunes hommes qui, pour des raisons futiles, s'en prennent dans l'établissement scolaire. On n'avait pas, il y a 10 ans, ces phénomènes-là. Là, quand même, on a eu Agnès Lassalle qui a été tuée en 2023. On a eu, il y a un mois et demi, une jeune fille à Nantes qui a été tuée également par un camarade de classe, en classe. Il y a quand même quelque chose de nouveau, non? Je vais laisser peut-être le psychiatre répondre. Oui, je crois que Guillaume Tabar voulait intervenir et ensuite vous aurez la parole. J'ai une question à vous poser. Comment l'opinion qui voit ces faits-là, des faits certains sont assez rapprochés dans le temps, entendre un magistrat dont presque la seule réponse est de dire écoutez, en 1907, il y avait déjà des problèmes. Est-ce que vous croyez que les citoyens peuvent se dire c'est bon, la justice veille au grain, il n'y a pas de... Moi, je suis assez étonné par la sécheresse de votre réponse et l'argument de dire attendez, en 1907, tout pour s'en garder, c'est comme les gens qui, face au réchauffement climatique, disent attendez, il y a une ère glaciaire sous Louis XIV, donc ne nous embêtez pas aujourd'hui avec ça. Est-ce que ce qui s'est passé en 1907 ou en 1312
interdit de dire ce qui se passe en 2025, c'est peut-être plus grave que ce qu'il y avait en 2020. J'ai jamais dit ça. Et donc, le raccourci est intéressant et je vous remercie de le faire. Mais ce que je dis, c'est qu'on est face à une difficulté d'ordre psychiatrique, mais d'ordre aussi judiciaire, parce qu'évidemment, il revient à l'autorité judiciaire de traiter ce type de comportements qui sont, je le redis, sécheresse, moi je veux bien que je sois sec, mais je vous le dis, c'est une horreur absolue, c'est une horreur absolue, et je peux vous dire que le nombre d'autopsies que j'ai fait dans ma vie sur des faits similaires, je le souhaite à personne. Donc, arrêtons de dire la justice est aveugle, la justice ne traite pas ça. La justice traite ce dossier, bien évidemment. Mais si votre réponse est de dire tous les gamins que l'on va trouver avec une lame sur eux, ils vont partir au tribunal systématiquement, alors, oui, moi je suis d'accord. Mais dans quelle mesure et quels moyens on donne à... L'alternative, si on retrouve un mineur avec une arme blanche dans le sac, c'est quoi? C'est seulement une amende, un conseil de discipline? Ça suffit pas? Il y a plusieurs choses. La réponse pédagogique, la réponse du Conseil national, ça va être le conseil de discipline. Ouais. La réponse judiciaire, ça va être effectivement l'ouverture d'une procédure et le suivi de ce mineur. Mais on va pas mettre tous les mineurs qui ont sur eux un Opinel ou un canif en détention ou en foyer. Enfin, je veux dire. Et c'était Ludovic Friat. Pas non plus caricaturer la question que je vous posais, c'était absolument pas celle-là. J'ai cru qu'on était dans la caricature, excusez-moi. Non, je ne crois pas. Professeur, vous Non, mais c'est vrai qu'il y a un sujet qui a été abordé de fait, c'est l'expression de la violence chez un mineur de 14 ans. 14 ans, c'est pas 15, c'est pas 16. C'est très important d'avoir ça en tête. Sachez, quand même, on a une majorité sexuelle, majorité numérique à 15 ans. Donc, c'est pas le fait du hasard que les psychologues et les neuropsychologues ont mis cette frontière à 15 ans. Et le mal-être des jeunes, c'est une réalité. Il est antérieur au Covid, parce qu'on parle beaucoup du Covid. Les jeunes, non, il est antérieur du Covid. Covid en a peut-être été une sorte de révélateur. C'est un révélateur. Je viens de sortir de mon congrès dans lequel on a des données extraordinaires que nos collègues américains nous ont montré. C'est quelque chose qui est ancien. C'est une lame, un mal-être généralisé concernant les jeunes, qui interroge à la fois notre société, mais aussi la planète, sur la place des jeunes. Vous savez que je prenais comme exemple tout à l'heure en parlant dans mon congrès qu'on se retrouve dans des espaces où ils sont évacués, des avions sans enfants, des hôtels sans enfants. C'est récent là. Vous allez, vous voulez réserver un voyage, on vous propose maintenant des hôtels sans enfants. Donc il y a quelque chose de particulier, et c'est la place de l'enfant, de l'adolescent qui questionne. Lorsque quelqu'un va mal, je ne sais pas, en général, il emprunte finalement l'expression psychopathologique dans l'ambiance qui est la sienne. Je prends un exemple. Lorsqu'on parle beaucoup de religion, on a beaucoup de délirants sur la religion dans les services. La thématique, ils vont chercher la thématique quelque part dans la société. Et lorsque les jeunes expriment aussi une violence aussi importante, ils ne vont pas l'inventer. Il y a aussi une forme de violence qui est inhérente à le milieu dans lequel on se trouve. Je veux dire par là que l'expression individuelle trouve aussi un écho dans l'ambiance. Et je ne connais pas ce jeune. Et là-dessus, c'est notre questionnement. Et dernier point, pour ne pas tout psychiatriser, ce n'est pas mon propos, la société doit se protéger aussi contre la maladie mentale individuelle. En protégeant les personnes, on protège la société. En incarcérant, on protège également la société. L'expression... Finalement, elle ressemble à la société, mais pour autant, la responsabilité, elle reste individuelle et il faut l'évaluer. Et là, c'est très important de ne pas non plus avoir un caractère manichéen. Dans un instant, Ludovic Friat et Guillaume Tabar, je vous soumettrai ce qu'a dit ce matin Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, sur la mort du jeune Elias, en pointant des dysfonctionnements. Mais juste avant, Nicolas Bray, puisque tout à l'heure, le débat est intéressant et noble, sans caricature, n'est-ce pas, entre Ludovic Friat et Guillaume Tabar, sur la question de l'évolution à moyen terme de la justice. Vous qui êtes proviseur, qui avez cette expérience, est-ce que vous constatez ou non une progression de la violence chez les mineurs, chez ceux que vous avez l'honneur de, je ne sais pas si on dit diriger quand on est proviseur, mais du moins de chapeauter? L'honneur et le plaisir. Bon. Revenir un petit peu sur on parlait de 1907 et je ne veux pas refaire l'histoire. Il y a les blousons noirs aussi dans les années 60 et il ne s'agit pas de dire que c'est quelque chose qui existait, et donc, mais peut-être se poser la question de qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là et est-ce qu'il y a eu des choses qui ont marché ou pas. Malheureusement, en 1907, on parle des Apaches, je crois que c'est la Première Guerre mondiale qui a mis fin aux violences des jeunes et c'est dans la situation dramatique qu'on évoque.
les années 60, les blousons noirs, il y a tout un tissu qui se met en place, qui sont les MJC dans les quartiers, puisqu'on parle en fait pas d'un fait divers tragique, enfin je ne souhaite pas balayer celui-ci, mais de la violence des jeunes plus globalement. Il y a tout un tissu associatif qui existait dans les quartiers, tout un réseau de prise en charge. Je pense aux MJC, je pense aux associations, je pense aux clubs, et qui sont moins présents sur le terrain, très clairement. Donc voilà, est-ce que je ne sais pas si c'est la solution, j'en sais rien. Et puis il y a la question de la violence. Les chiffres qu'on a en tête, c'est que les faits de violence, enfin la violence en général diminue, mais que les faits sont plus graves. Ça, on peut le constater dans les établissements. Dans les établissements où on est impliqué dans des secteurs, il y a des zones malheureusement où il y a la question des RICS. Maintenant, c'est à la justice de trancher. De notre point de vue, oui, il y a des faits plus graves. C'est pas un regard sociologique, c'est votre regard de terrain. C'est un regard ressenti. Maintenant, dans les établissements, il y a cette question de. D'abord, on emploie le mot surveillant. Depuis très longtemps, ce ne sont plus des surveillants, mais des assistants d'éducation. Et ça en dit long du rôle qu'on doit leur prêter et de l'accompagnement qu'on doit faire. Comme promis, Ludovic Fria, Guillaume Tabar, je voudrais qu'on écoute ce que disait Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, ce matin, interrogé sur ce qu'avait dit la maman d'Elias, 14 ans, tué, poignardé à la sortie de son entraînement de foot. Écoutez le ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est deux assassins potentiels, ces deux gamins qui étaient déjà très connus du service de police, n'avaient pas le droit de se rencontrer. C'était la mesure d'assistance éducative qui était prononcée. Et ils étaient ensemble. Comme même il y aurait eu un contrôle, il n'est pas certain que les policiers ou les gendarmes auraient constaté qu'ils violaient leurs mesures d'assistance éducative. Ludovic Fria, il y a eu des dysfonctionnements ? Le garde, enfin je connais pas le dossier, donc le garde pense qu'il y a eu des dysfonctionnements. Mais le dossier, il est que les deux personnes avaient été condamnées à des mesures qui, normalement, leur interdisaient c'est que le garde de se retrouver. Des assassins potentiels. Oui. La sémantique est intéressante. Mais ils ne pouvaient pas être ensemble, ils ne pouvaient pas se rencontrer, on est d'accord. Et ils ont violé leur contrôle judiciaire. Ça pose la question, effectivement, lorsque cet interdit est franchi, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on le sait ? Déjà, il faut le savoir. Clairement, il n'y a pas un gendarme, un policier derrière chaque contrôle judiciaire. Mais c'est difficile à dire qu'il y a eu des dysfonctionnements, Ludovic Fria ? C'est pas un souci. C'est pas un souci. S'il y a eu des dysfonctionnements, il faut le dire, et il faut voir comment on peut éviter que ces dysfonctionnements recommencent. Tout simplement. Guillaume Tabar, sur la façon dont le garde des Sceaux, voilà, lui pour le coup, semble vouloir donner l'impression d'avoir pris la mesure de la succession de ce genre de drame qui suscite énormément d'émotions, pour aussi d'ailleurs vanter ce qu'il appelle sa révolution judiciaire, révolution pénale, et le projet de loi qu'il souhaite pouvoir porter à la rentrée. Précisément, Gérald Darmanin, dans un agenda plus vaste, vous l'avez rappelé, sa notion de révolution pénale qu'il veut faire. Dans toutes ces idées, après je ne rentre pas dans le bien fondé ou de chaque mesure, mais en gros, de ce que je comprends, de ce qu'est son intention, c'est qu'il dit que l'opinion a du mal à comprendre que la justice prononce des peines, mais comme on prévoit du sursis, comme on prévoit des applications, enfin des remises de peine ou des peines alternatives, etc., il y a un décalage entre la peine prononcée et la peine exécutée. Donc, après, il y a un autre débat. Est-ce qu'il faut toujours alourdir les peines ou pas ? Est-ce que c'est le plus efficace ou pas ? Et peut-être qu'on pourra même se rejoindre sur les réponses à donner à cette question. Mais en termes de visibilité, donc de compréhension des choses, il y a ce problème. Et je pense que le crédit fait par l'opinion à la justice, mais comme à l'ensemble des institutions, est aussi lié à la lisibilité de ce qui est fait. Et la cohérence entre comme pour les politiques, entre une parole prononcée, une promesse faite et une promesse tenue, en matière judiciaire, entre une sanction prononcée et puis celle qui va être effectivement réalisée. Je crois que c'est un peu tout ça qui veut un peu remettre d'équerre. Voilà. Alors après, il s'appuie aussi sur les faits que l'on a vécu ces dernières semaines et ces derniers mois. Oui. Merci beaucoup, Madame, Messieurs, pour ce débat en nuances. Merci, tout en nuances. Ludovic Fria. Vous regardez, tout le monde veut savoir.